Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous comme chaque vendredi. Cher Geoffroy, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Philippe de Villiers, vous avez souhaité impérativement commencer cette émission par la décision du Conseil constitutionnel de censurer l'abrogation des 43 zones à faible émission, les fameuses ZFE. Il y en a 43 en France. Cette abrogation, cette suppression des ZFE avait pourtant été votée par les parlementaires, voulue par 8 Français sur 10. Marine Le Pen, justement, a parlé du Conseil constitutionnel, c'était ce matin. Écoutez. En tout cas, ils contraignent la démocratie. Enfin, je veux dire, le Parlement est la représentation du peuple français. Or, encore une fois, avec des arguments très contestables sur le plan juridique, ils contraignent... Il fait du zèle pour vous, le Conseil constitutionnel ? Oui, certainement. Ils contraignent la volonté exprimée par le peuple. C'est quand même très problématique. Parce que c'est vrai sur les ZFE, c'est vrai sur le ZAN, c'est vrai sur l'immigration. Ça commence à faire beaucoup. Geoffroy Lejeune. Alors, cher Philippe, de quoi cette censure, selon vous, est-elle le nom ? D'un pouvoir en miettes. Nous avons... côte à côte, la République des juges et la République des commissaires. D'abord, je voudrais rendre hommage à celui qui a déposé la proposition de loi, qui a déposé l'amendement, qui s'appelle Pierre Morin, que je connais bien depuis longtemps, qui est un garçon remarquable, très courageux, très fin, très subtil. Et simplement, je voudrais dire ceci. La République des juges, ça veut dire quoi, la République des juges ? Ça veut dire que, en fait, le pouvoir judiciaire l'a emporté sur le pouvoir législatif. Là, c'est un cas d'école. Donc, les Français qui nous regardent ou qui nous écoutent peuvent se dire à quoi ça sert d'avoir un Parlement, puisqu'il n'a pas le dernier mot. Et moi, je vais ajouter, non seulement il n'a pas le dernier mot en France, mais à Bruxelles. La République des juges, c'est un conseil constitutionnel qui a été conçu par Michel Debré quand il a écrit le texte des institutions de la Ve République comme un organe d'arbitrage pour veiller à la régularité du fonctionnement des pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel est devenu, au fil du temps, renforcé par le pouvoir politique qui lui a donné des pouvoirs adjacents, une officine idéologique, une officine militante, une officine politique. Et donc là, voilà ce qui s'est passé. Emmanuel Macron a appelé Richard Ferrand. Vous pouvez vérifier ce que je dis. C'est facile à vérifier. Mais on peut demander aussi à Emmanuel Macron de démentir, si ce n'est pas vrai ce que je dis. Donc, Emmanuel Macron a appelé Richard Ferrand, discrètement, et il lui a dit, écoute, ça m'embête, parce que si tu ne casses pas cet amendement, ce cavalier législatif, comme on dit, on va devoir payer 4 milliards à l'Europe. Et j'arrive à la République des commissaires. La République des juges vient au secours de la République des commissaires. Donc non seulement la République des juges dévalue et destitue le pouvoir politique, ce qu'il en reste, mais la République des juges travaille pour la République des commissaires. La République des commissaires, c'est Bruxelles. En effet, vous qui êtes des journalistes curieux de tempérament, allez chercher la note confidentielle du 25 avril 2025, la note de Bercy, qui met en garde le président de la République sur le thème on a promis dans le plan de relance européen de faire les ZFE, et si jamais on ne s'exécute pas, il faudra payer une amende, il faudra rembourser 4 milliards d'euros. En d'autres termes, le pouvoir politique est nu. Le pouvoir politique prend une décision parfaitement justifiée
au regard des équilibres écologiques et aussi des équilibres sociaux, c'est-à-dire on ne va pas demander à tous les Français qui ont une voiture ancienne de se mettre à la voiture électrique. Les Français n'ont plus d'argent. Et avec le problème de l'essence du Moyen-Orient, de moins en moins. Et on fait prévaloir, plutôt que cette pauvreté, cet appauvrissement des Français, on fait prévaloir la République des juges, la République des commissaires. Le pouvoir est en miettes, il n'existe plus. Et quand le pouvoir n'a plus le pouvoir, il n'y a plus qu'un protocole compassionnel. Je crains que l'élection présidentielle ne se déroule de la manière suivante. C'est à celui qui pleure le mieux. Étant donné que les hommes politiques n'ont plus le pouvoir, ils ont le protocole compassionnel. Ils vont sur le bord de la route, ils regardent l'hémorragie du blessé dans le fossé, qui perd son sang, et ils offrent un cachet d'aspirine en disant ça permettra quand même d'aller mieux. Et puis ils pleurent avec la famille. Ils vont sur le lieu des sinistres et ils pleurent. Ils apprennent à pleurer dès leur jeunesse, dès leur plus jeune temps, dès qu'ils sont élus. Et ils pleurent. Et c'est celui qui pleure le mieux qui sera élu. Écoutez, on aura l'occasion de reparler de ceux qui pleurent très bien, ou le mieux, dans les prochaines semaines. Non, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai bien évidemment compris. Je filais la métaphore. Philippe de Villiers, autre sujet cette semaine au cœur de l'actualité, c'est le scandale des abus sexuels et des violences dans le périscolaire. Dimanche dernier, la procureure de la République de Paris a annoncé que le parquet enquêtait sur plus de 100 établissements dans la capitale, que tous les arrondissements étaient concernés. Et cette semaine, un coup de filet visait une école maternelle dans le 7e arrondissement. Et 3 individus sont d'ailleurs présentés à un juge ce vendredi. Alerte avait été faite, pourtant depuis des années, et notamment les premières en conseil municipal, avec l'actuel maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq. Je vous propose cette archive, vraiment le fruit d'un débat qui est très long, donc on l'a condensé. Vous allez entendre Jean-Pierre Lecoq, M. Grégoire, qui à l'époque était adjoint à la mairie, et surtout Mme Anne Hidalgo. Vous ne pouvez, ni vous, ni votre adjointe, Mme Cordebar, ni M. Grégoire, en charge des personnels, tirer un trait sur ces affaires en considérant qu'elles sont marginales. De personnel trop souvent recruté rapidement, sans en connaître les antécédents psychiques, personnels, voire judiciaires. Aussi, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les membres de l'exécutif, toutes les mesures sont prises au moment du recrutement pour contrôler tout ce qui est de l'ordre du contrôlable. Tout est réuni pour agir immédiatement. Et vous voudriez quoi? Qu'on vous dise quoi? Qu'on dise qu'il n'y a plus de recrutement du tout? Qu'il n'y a plus du tout de recrutement pour des personnes qui ont des relations professionnelles avec des enfants? C'est quoi le fond de votre question, hein? Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, 2 questions. D'abord, que vous inspirent ces faits sordides et surtout, qui est responsable de quoi? Alors, il faut être très prudent parce qu'on est au tout début de la procédure. On ne sait rien de ce qui va se passer. Je dirais simplement ceci. Il y a une double responsabilité. Il y a une responsabilité judiciaire et une responsabilité politique. La responsabilité judiciaire est la suivante. Moi, j'ai été président d'un conseil général pendant 25 ans. Et tous les jours, je me posais la question avec mes collaborateurs, attention, article 40. Donc, si vous avez connaissance, leur disais-je, d'un fait délictueux ou d'un fait criminel, ou simplement d'une rumeur, il faut m'en parler tout de suite et déposer auprès du procureur de la République un document d'information. C'est-à-dire, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Toute autorité constituée qui a connaissance d'un fait délictueux ou criminel doit emporter la connaissance au procureur de la République. Sinon, c'est une sanction grave, une punition, et même de la prison pour un responsable public. Donc là, pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que l'affaire ne va pas s'arrêter là. C'est un cordon, vous savez, un cordon de poudre qui avance. Voilà. On voit les premières fumées. Ensuite, la responsabilité politique. Le ministre
qui a instauré les 4 jours et demi. C'est Vincent Payon. Et j'ai écouté avec bonheur cette semaine un édito de Alexis Brézé qui a mis le doigt sur le problème. En effet, avec François Hollande, Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale, a décidé qu'il fallait arracher les enfants à leurs parents une demi-journée de plus, les tout petits. Et évidemment, la décision précipitée a fait qu'on n'a pas trouvé les gens et donc ça a été la pagaille. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il a fait ça, Vincent Payon, et pourquoi la gauche a voulu ajouter une demi-journée. Parce que Vincent Payon, dans son livre « La Révolution française n'est pas terminée », a expliqué qu'il fallait, je cite, « soustraire les enfants à leurs parents ». C'est-à-dire qu'il se réclame de Rabot-Saint-Étienne, de Danton, de Robespierre, de tous les révolutionnaires qui ont dit et redit « l'enfant appartient à l'État avant d'appartenir à sa famille ». Et donc, moi je pense, c'est l'occasion pour moi de le dire, qu'il faut permettre à chaque famille de France de choisir sa forme d'enseignement, public, privé, sous contrat, hors contrat, pour bouger le mammouth et faire en sorte qu'on puisse rebrousser chemin et dire l'inverse de ce qu'a dit M. Payon, le révolutionnaire, l'enfant est d'abord sous l'autorité de ses parents. Philippe, vous souhaitez également apporter votre regard sur la crise entre une petite partie du monde du cinéma et Canal+. Rappelons, Philippe de Villiers, je vous vois sourire, que Canal+ a investi en 2025 dans plus de 120 films d'initiative française, soit le double de France Télévisions, ou presque 5 à 6 fois plus que Netflix. Tout part d'une tribune publiée dans Libération où les signataires parlent d'un risque d'une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Le président du directoire de Canal+, Maxime Saada, a décidé qu'il ne souhaitait plus travailler à l'avenir avec ceux qui avaient pu attaquer le groupe, recevant entre autres le soutien de Dominique Farrugia, grande figure de Canal, ou encore du maire de Cannes, David Lisnard. Je vous propose d'écouter Maxime Saada. Hier, avec Laurent et les équipes, c'est 45 films qui ont été soutenus par Canal seul en 2024. J'étais en train de dire Souleymane, c'est pas possible qu'on soit les seuls à avoir soutenu Souleymane. Et le producteur qui était à côté, très gentiment, est venu me dire, vous pouvez y aller, vous étiez vraiment seul. Vraiment seul, du début jusqu'à la fin. Et ça nous est arrivé sur Les Misérables historiquement. Et la petite dernière, Arte est venue, mais je vous dis pas pour quel montant. Mais la petite dernière sans Canal, il se fait pas. Miséricorde de Guéraudy sans Canal, ça se fait pas. Je peux vous faire, voilà, les 45 films. Et d'autres, où il y a un apport de Arte ou autre, mais tellement minime que sans nous, le film se fait pas. Et vous avez voulu revoir une archive qui a été diffusée cette semaine et qui vous fait encore une fois sourire, celle de Maurice Druon. On est en mai 1973, il est ministre des Affaires culturelles. Ceci, que l'on ne compte pas trop non plus sur moi pour subventionner par préférence avec les fonds de l'État, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable, les expressions dites artistiques qui n'ont d'autre but que de détruire les assises et les institutions de notre société. Même si mes goûts m'y portaient, je ne trouverais pas cela loyal à l'égard de mes concitoyens. Les gens qui viennent à la porte de ce ministère avec une sébile dans une main et un cocktail Molotov dans l'autre devront choisir. Geoffroy Lejeune. Alors, cher Philippe, c'est une question qu'on pose pas seulement à l'ancien secrétaire d'État à la culture, mais aussi au créateur de l'œuvre artistique du Puy du Fou. Quel est votre regard sur cette tempête initiée par l'extrême gauche croisette ? D'abord, oui, Geoffroy Elliott, c'est moi qui effectivement souhaitais revoir cette archive que je connais bien, parce que je connaissais très bien Maurice Druon. Dès que j'ai été nommé secrétaire d'État à la culture par François Lothar, je suis allé voir Maurice Druon. Les Rois Maudits, l'auteur du Chant des Partisans, personnage immense. Et il m'a dit ceci, il m'a dit faites très attention
Parce qu'à partir du moment où vous êtes entré rue de Valois, vous êtes maintenant le prisonnier des cultureux. Je dis, c'est quoi les cultureux? Il me dit, ben, vous verrez. Ce sont des assistés, c'est le ministère des pensionnés. Et j'ai toujours ça en tête. Et quand j'ai vu la réaction de Maxime Saada, dont tous ceux qui le connaissent savent que c'est un homme ponctuel, précis, honnête, droit. C'est un remarquable entrepreneur. Et moi qui connais bien Vincent Bolloré, qui se dit lui-même démocrate, chrétien, conservateur. Ça fait pas un fasciste, tout ça. À ma connaissance, aucun des deux n'a été membre d'un mouvement fasciste. Pour une raison simple, c'est le fascisme, c'est 1922 et 1930, Italie, Allemagne, ils n'étaient pas nés. Bon. Alors, je vais réagir à cette séquence de Cannes. La pétition Zappé Bolloré. Et voilà comment je réagis. D'abord, il y a la forme. Puis ensuite, il y a le fond. Dans la forme, j'ai du mal à comprendre. J'ai lu la liste des signataires, je connais très peu. Et apparemment, il y en a très peu qui sont dans le cinéma, en fait. Et il y a eu deux fournées. Il y a eu une première liste et puis une deuxième liste. Et dans la deuxième liste, ils sont maintenant 2500. C'est impressionnant, hein. 2500. Et dedans, il y a toutes sortes de gens. Il y a maquilleuses, etc. Et travailleuses du sexe. Et là, je me suis dit, la prise de risque dont vous parlez, Elliot, la prise de risque d'un contrôle fasciste de l'imaginaire collectif, peut-être que ça s'entend, pour les signataires, d'un contrôle de la part de Vincent Bolloré qui va jusqu'aux appareils génitaux du cinéma d'avant-garde. Bon, parce qu'une travailleuse du sexe dans une pétition comme ça, pourquoi? On se demande quelle est la portée symbolique, si vous me passez l'expression. Ensuite, ce que je voudrais dire dans la forme, j'ai appelé William Goldnadel, le grand avocat que vous connaissez, bien connu dans cette maison. Il m'a dit, juridiquement, c'est une injure. Mais je déconseille à Vincent Bolloré et à Maxime Saada d'aller devant la 17e chambre parce qu'il y aura toujours une explication de la part des juges pour dire que, mais non, tout ça, c'est une simple expression. Alors, sur le fond, je dirais d'abord qu'il y a le déconomètre et ensuite le trouillomètre. Le déconomètre. Qu'est-ce que reprochent ces gens-là à Vincent Bolloré, finalement? Ils lui reprochent d'être un patriote conservateur qui veut maintenir la culture française et la transmettre. En fait, ils oublient d'ajouter que Vincent Bolloré, il est donc pour la préférence nationale, en quelque sorte. C'est ce que lui reprochent. Mais ils oublient d'ajouter que eux, en matière de cinématographique, ils sont pour la préférence nationale, bien plus que Vincent Bolloré, puisque tout le système du cinéma français fait exception à l'absence de souveraineté française. C'est là, encore, c'est le dernier espace résiduel de l'exception culturelle, c'est-à-dire la souveraineté française, c'est-à-dire de la préférence nationale appliquée au cinéma. Puisque, en fait, quand un film américain est produit, l'argent des salles arrive au cinéma français. C'est très bien fait comme système. J'ai eu à le gérer, j'en suis fier. Mais que reprocher à Vincent Bolloré d'être un patriote? Mais c'est un patriotisme au service de la création française. Ensuite, le trouillomètre. Je vais vous dire ce que c'est le trouillomètre. Ils ont une peur bleue. Ils m'en font souvent la confidence. Pourvu qu'il n'y ait pas une reviviscence des films de tradition. Parce que s'il y a une reviviscence des films de tradition, d'ailleurs, à chaque fois qu'on voit un film de grande qualité qui sort,
les salles se vident par ailleurs. Ça ne tient pas la route. Ce sont des films médiocres. Et donc, en fait, les auteurs de films médiocres ont peur des films de qualité. Et quand ils parlent de l'imaginaire français, ça me rappelle un article du Monde qui s'appelait « Le conflit esthétique », qui parlait de la cérémonie des Jeux et du Puy du Fou, et qui disait la guerre des imaginaires est lancée. Oui, la guerre des imaginaires est lancée. Et souvent, en voyant ces films médiocres, je pense aux mots de Baudelaire, qui parle de l'imagination. Et l'imagination qui dresse son orgie ne laisse qu'un récif aux clartés du matin. Et donc, la peur de ces gens-là, c'est que tout à coup, il y a un autre cinéma qui émerge. Et enfin, ce que je voudrais dire en synthèse, c'est que c'est la panique de la gauche culturelle. Parce que depuis 1945, De Gaulle leur a donné la culture et l'éducation à la gauche, et il a donné l'économie à la droite. On a vu ce que la droite a fait de l'économie, et on a vu que la gauche a calfeutré la culture. Seulement voilà, maintenant, le monopole disparaît. Il n'y a plus de monopole, il n'y aura plus de monopole. Il n'y a plus de monopole du récit, comme disent les sociologues, comme dirait Mathieu. Ils avaient le monopole du récit, ils n'ont plus le monopole du récit. Ça me rappelle un mot de Solzhenitsyn qui disait « le système s'auto-raconte ». Or, le système ne peut plus s'auto-raconter. Pourquoi ? Parce qu'il y a le groupe Bolloré et d'autres. Il y a des chevaliers de la liberté d'expression, des capitaines d'industrie qui disent on pourrait peut-être penser différemment, on pourrait peut-être réfléchir différemment, on peut peut-être être un miroir différent du réel qu'on a sous les yeux. Ouh là là, ah bon, donc le système ne peut plus s'auto-raconter. Et il y a un autre regard, un autre récit. Il y a évidemment les réseaux sociaux également. Donc il y a un récit alternatif. Toute l'histoire de cette pétition, Zappé Bolloré, c'est l'histoire de ce récit alternatif. Si vous me passez, si vous m'autorisez à faire un petit apologue, c'est l'histoire du gars de la France Insoumise qui va chez son boulanger et qui lui dit « T'as mon croissant, il est prêt ?» Oui, il donne le croissant. Il lui offre un croissant tous les matins, parce qu'il a un peu la trouille. Sauf qu'un jour, le gars de la France Insoumise insulte le boulanger et lui dit « Ton croissant, il est fade, ça manque de levain de gauche, c'est un croissant d'extrême droite. » Ah bon ? Ah oui, qu'est-ce que tu lui reproches ? Oui, moi je veux un croissant islamique. Ah bon, demain, pain sec. Et là, qu'est-ce que fait le gars de la France Insoumise ? Il va voir Mélenchon, il dit « Pétition ! Il faut zapper le boulanger. Toute la boulange française est en émoi. C'est scandaleux ce qu'a fait le boulanger. Il m'a dit pain sec. » Voilà. C'est un fasciste. Il y a une prise de contrôle fasciste de l'imaginaire de la boulange française. Voilà. Et donc, vous connaissez le film Le Zappeur Zappé ? Le Zappeur Zappé, voilà l'histoire. Elle tient en 2 lignes. C'est juste l'esquisse du scénario pour être agréé par Canal+. Vous demanderez à Maxime Saada si le film lui convient, et à ce moment-là, je développe. Le Zappeur Zappé, c'est l'histoire d'un zappeur pétitionnaire qui zappe un pétitionné. Sauf que, dans un deuxième temps, le pétitionné zappé se prend à l'idée de zapper le zappeur. Et ça donne le zappeur zappé. Écoutez, peut-être demander au CNC aussi, hein, si vous avez besoin de fonds pour ce film, Philippe de Villiers. 2 films, on continue d'en parler, et vous aviez, on avait tous les 3 ouvert notre émission la semaine dernière sur le film L'Abandon, avec l'émotion, tout le monde se souvient des larmes de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, entourée de 2400 personnes qui se sont levées
au Festival de Cannes pour applaudir le film. Je rappelle que plus de 7 Français sur 10 souhaitent que le film soit projeté, que le film est une grande réussite en première semaine. Il a réuni 2548 spectateurs, 200 000, 548 spectateurs, mais visiblement il dérange. Il dérange une partie de la classe politique et médiatique. Comment expliquez-vous, Philippe de Villiers, un tel accueil? Et que dissimule cette moue sceptique de la France des convenances? On a mis au milieu le journal du dimanche, c'était ce dimanche, l'abandon, le film qui dérange la gauche, où la gauche ne veut pas voir, et notamment les 2 articles du HuffPost ou encore de Libération. Philippe de Villiers. L'abandon est un titre bien choisi. On pourrait parler, en fait, quand on regarde toute la séquence, du triple abandon. Le premier abandon, c'est le thème du film, c'est l'abandon d'un homme traqué, d'un homme seul, qui n'est pas secouru, qui n'est pas écouté, qui n'est pas entendu, qui n'est pas protégé. Un homme seul face au silence de sa hiérarchie, face au silence des profs, face au silence de l'éducation nationale, face au silence de l'État, face au silence des élus, des édiles, et qui se trouve face à face avec une campagne de dénigrement extrêmement dangereuse sur les réseaux sociaux, en face d'une plainte qui est mensongère. Et cet homme seul, avec son petit marteau dans son sac à dos, il finit sur un trottoir et il écoute le slogan qu'il comprend tout de suite. Allah Akbar, Allah Akbar. Cet homme seul est décapité. Et non seulement cet homme seul est abandonné de son vivant, mais on constate quelques jours après qu'il est abandonné post-mortem. Et on le voit tous les jours. Je prends 2 exemples, 2 illustrations. La première, il devait y avoir des collèges Samuel Paty qui devaient fleurir. Le président de la République l'avait annoncé, il ne s'est rien passé. Deuxième exemple, il devait y avoir il y a eu une loi sur le séparatisme islamique. Le mot islamique est tombé, et maintenant il y a une nouvelle loi sur le séparatisme, qui est la loi qui a été développée par Bruno Retailleau au Sénat et par Nunez. C'est une loi conjointe avec un article 6 qui, en fait, n'est plus du tout là pour combattre le séparatisme islamiste, mais pour combattre l'autre séparatiste, celui d'en face. C'est-à-dire pour faire condamner ceux qui disent qu'une famille, c'est un papa et une maman, pour ceux qui disent qu'il y a trop d'immigration en France, pour ceux qui disent qu'il faut une préférence nationale, pour ceux qui sont accusés d'islamophobie, parce qu'ils critiquent la religion islamique. Voilà où on en est. Le deuxième abandon qui s'enchaîne, c'est l'abandon de terrain, l'abandon au combat. C'est en fait l'abandon du combat contre le djihad civilisationnel. Pourquoi je parle d'abandon ? Parce que 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, il y a l'assassinat de Dominique Bernard. Donc, ça n'a servi à rien. Les garde-fous ont sauté. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de garde-fous. Il n'y a jamais eu de campagne, il n'y a jamais eu de combat. Il n'y a jamais eu de cause. Alors que les services de renseignement, encore récemment, ont mis en garde le pouvoir politique devant ce qu'ils appellent le djihad civilisationnel qui a pris pour cible l'école comme espace témoin charia compatible. Je cite les services de renseignement comme espace témoin charia compatible. Et donc, en fait, il ne s'est rien passé dans le cadre de ce combat. Et le troisième abandon, c'est l'abandon de la jeunesse française. C'est l'abandon de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé
depuis mai 68, l'école s'est effondrée. On voit avec le problème de l'orthographe soulevé par le ministre Geffray, on voit par le problème de la lecture soulevé par le Centre national des lettres. On le voit aussi quand on voit à quel point on manque d'ingénieurs alors qu'on a une ressource à notre disposition qu'on n'a pas su explorer, qui est la géothermie. Hein. Manque d'ingénieurs parce qu'on ne forme plus de caïds, on forme des esprits conformes. Et en fait, il y a eu 3 marches de l'estrade qu'on a descendues pour saper l'autorité magistrale. La première marche, c'est mai 68. Je me souviens de mon prof de français qui pleure et qui me dit « c'en est fini du cours magistral ». Et je dis « pourquoi est-ce si grave ?» Je dis « parce que quand il n'y aura plus le cours magistral, il n'y aura plus le magistère ». Je dis « pourquoi est-ce si grave ?» Parce que bientôt on parlera non plus des professeurs, des maîtres et des élèves, mais des enseignants et des enseignés. Bien vu. Ensuite, il y a eu Giscard, René Haby, le collège unique. Là, c'est plus la fin de l'autorité magistrale, c'est la fin du mérite. Et enfin, après, il y a eu Jospin, apprendre à apprendre, l'école lieu de vie. Là, c'est la fin de la transmission. Il y a une phrase à laquelle je pense souvent et qui répond à votre question. C'est une phrase de Hannah Arendt qui dit chaque nouvelle génération d'enfants est comme une invasion barbare que les adultes se doivent de civiliser. Et puis il y a une autre phrase plus connue de Peggy qui dit « Une école ne peut pas enseigner quand une société ne peut pas s'enseigner. Une école ne peut pas enseigner quand une société a honte. » Nous y sommes.